mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. L'alerte rouge est de nouveau activée par les autorités haïtiennes face à une éventuelle résurgence du coronavirus dans le pays. Le gouvernement invite les citoyens à recommencer à suivre scrupuleusement les mesures de prévention contre la COVID-19. Le ministre de la Justice et de la Sécurité publique annonce une vaste opération visant à lutter contre l'insécurité. Cette entité demande à la population de dénoncer les bandits pour aider la police nationale à donner de meilleurs résultats. Le service Mon Cash de la Digicel invite tous les citoyens qui sont victimes d'escroqueries de la part d'individus mal intentionnés à porter plainte à la direction centrale de la police judiciaire. Le gouvernement haïtien invite les citoyens à recommencer à suivre scrupuleusement les mesures de protection contre le coronavirus. Le conseil de gestion de la COVID-19, coiffé par le Premier ministre Joseph Jout, et qui comprend la commission multisectorielle, la cellule scientifique, la cellule de communication, le secrétaire général de la primature ainsi que les différents ministres, secrétaires d'État et directeurs généraux du gouvernement, chacun en ce qui le concerne, s'est réuni ce mardi 4 août. Suite à cette réunion, le ministère de la Culture et de la Communication a été instruit de prendre toutes les dispositions pour alerter la population sur les dangers que représente encore la pandémie de COVID-19 pour notre pays. Aussi, ce ministère constate avec la plus grande inquiétude le comportement désinvolte de la population depuis la levée de l'état d'urgence sanitaire dans le pays le 20 juillet dernier. Le ministère rappelle à toutes et à tous que la pandémie est encore active et fait rage dans des pays voisins, dont la République dominicaine, qui partage le même territoire avec Haïti. La maladie existe aussi tout près de nous, aux États-Unis, notamment en Floride, qui se situe à moins de 2 heures d'avion de notre pays. Selon les autorités, si le chef de l'État, Jovenel Moïse, et le chef de gouvernement, Joseph Jout, pour des raisons stratégiques et économiques, ont accepté d'ouvrir récemment le pays au monde, Haïti n'est pas pour autant ouvert à la pandémie. Tolérance zéro contre les bandits. C'est ce qu'a annoncé le ministre de la Justice et de la Sécurité publique. Maître Rockefeller-Vincent dit vouloir rassembler toutes les ressources nécessaires pour mener une bataille contre les fauteurs de troubles et les assassins dans le pays. Mais pour ce faire, la population haïtienne doit dénoncer les bandits pour aider la police nationale à donner de meilleurs résultats et faire régner l'ordre et la paix dans la cité. Maître Rockefeller-Vincent a fait cette déclaration jeudi lors d'une conférence de presse au local du ministère de la Justice et de la Sécurité publique à l'avenue Charles Sumner. Ces derniers temps, plus personne ne doute que le phénomène de l'insécurité soit en pleine recrudescence dans le pays. Le ministre de la Justice et de la Sécurité publique le reconnaît. Et même s'il fait quelques nuances, Maître Rockefeller-Vincent en parle et entend troubler le sommeil des bandits. La situation est certes grave, mais elle est sous contrôle. De multiples enquêtes et opérations ont été conduites en vue de traquer les voyous qui sèment la peine et le deuil dans les familles haïtiennes. Le garde des Sceaux enjoint les différents commissaires de gouvernement auprès des tribunaux de première instance de la région métropolitaine de Port-au-Prince et les représentants de la police nationale d'Haïti qui assistaient à cette conférence de presse de mettre l'action publique en mouvement pour rétablir l'ordre et la paix dans la cité. Un signal fort doit être envoyé à la population. Tolérance zéro contre les bandits. Zam pas métier. Le Okembe zam, nan men la mener en prison ou bien dans le cimetière.
La sécurité publique est une chaîne. Voilà pourquoi le ministre de la Justice pense qu'il faut l'assentiment et l'aide de la population pour parvenir à débusquer les criminels qui sèment deuils et douleurs dans les rangs des familles haïtiennes. Peuple là, calé genou, joué, bouche parlée. Si pas gain, si tirez, pas bien volé. Aider la police, fait travail. Pas si tirer bandit, pas de crocodile avec bandit. Dénoncer au bail la police. Cela peut aider à sauver des vies. Et ce faisant, vous faites montre votre sens de bon citoyen. Jeudi, le ministre de la Justice et de la Sécurité publique a parlé. De ton ferme, Maître Rockefeller Vincent a annoncé de grandes décisions et a dit vouloir passer à l'action. Sitôt fait, sitôt oublié par l'opinion publique et les autorités. L'ex-premier ministre haïtien, Evans Paul, affirme que tous les secteurs de la vie nationale doivent s'impliquer dans la production de la sécurité. Il soutient que la répression ne représente que la 5e étape du processus. L'éducation est la première étape de construction de la sécurité publique. Et l'Église doit jouer un rôle de premier plan dans cette étape. De année en année, nous vivons un constat d'échec. Nous avons l'éclatement de la société, nous sommes capables de même l'implosion de l'État, et très souvent, il y a une rivalité entre institution et institution. Problème tout partout. Qui fait là pour un problème d'insécurité, il faut prendre dans plusieurs dimensions. Nous avons un phénomène réseaux sociaux qui a un bon côté, qui a un mauvais côté. Là, mon téléphone cellulaire, on a fait bon bagage avec elle. Les facilités bandits pour communiquer entre eux. Alors, il faut que le système de sécurité adopte à ça. Il faut commencer par éducation. Éducation citoyenne, l'école, il faut que tout le monde ait gagné éducation civique, là, tout, éducation de masse. Même si on ne peut pas à l'école, il y a des choses qui aident à le comprendre. Par exemple, pour un bandit, il y a un environnement qui aide, il y a des gens qui tolèrent. Il n'aime pas quoi que pour rentrer la caillou là, et il rentre en bande bijoux de valeur, en pile comme dans poche et puis faut mon papa mando, cher côté ça sortir, c'est métropole qui paye au lit. Comprendre gagner et aspect nous sommes capables de dire engagement citoyen yo, gagner un travail de base qui pour faire dans l'éducation. Et là regardez je dis malgré l'église a fait un pile travail, l'église protestante, l'église catholique, vaudou, mon ouais, il y a pile de gringolade dans la société. Alors il y a une question d'éducation. Éducation les cas mené à motivation citoyenne. Il y a des consignes que l'État a bail dans l'éducation, il y a une dimension, soit fait l'école, soit fait dans l'université, mais ça n'a fait de masse tout. Et je pense là qu'il y a une politique de communication que le gouvernement fait lui-même pour l'y engendrer, qui pourrait aider les citoyens à impliquer tout dans la bataille sécurité société. Et le troisième aspect, c'est l'organisation. L'organisation, il y a là-dedans, force de police, force de l'armée, et puis police là tout. Plan de carrière, conditions de travail, discipline. Je dis, il y a une police tête chargée, ou bien là-dedans, un bon syndicat, il y a des syndicats là, où prennent l'arrière, c'est des ordres qui fait. Alors, il y a un problème de commandement. Les policiers n'ont pas le même langage à monde qui est dans la rue, ils ont demandé pour le directeur de la police à aller, ou il y a un problème de com, ou il y a un paquet de tête chargée. Et puis, on va gagner une quatrième étape là, qui pourrait être dissuasion. Dissuasion, c'est l'anticiper, ou faire des bagailles pour les gens connaissent. Ou fait ça, mais ça arrive, où est la police là, et les bagailles arrivent tout, ils posent des actions qu'il faut, ouais, mais ça capte nous, etc. Qui dissuade, ou réfléchir en pile avant. Avant posons acte. C'est dans la 5e étape là, où vient la répression. Mais si dans la 5e étape là, on a toujours passé à côté. Parce qu'il faut adresser le problème par rapport à la croissance de la population, quantité de monde nous gagnons. Et qui budget nous gagnons pour gérer la police là, qui matériel policier a gagné là-dedans, qui confiance policier a gagné en tête, qui conditions de travail, combien qui salaire au pays, qui assurance li gagné, est-ce que petite là l'école, qui motivation personnelle, c'est ça mettre dans dimension organisation, qui fait si ne pas prendre bagage là globalement. Et me parle de bagage là. C'est vrai, c'est l'autorité qui a la première responsabilité, mais quand tu es vigilance citoyenne, je dis à moi tout le monde a dit autorité, mais l'autorité va passer, société a prêté. Société civile, tout le monde dépassé, un peu démissionné, tout, parce que on dérive. Ça, les dictatures, moi, les dérive. Parce que je veux dire, on ne peut pas mettre dictature dans le pays encore. Mais on a une dérive qui a passé, parce que,
une autorité qui peut-être pas maîtriser responsabilité dans certains aspects, mais il y a une division dans la société à tout, et il y a un relâchement de rôle élite qui fait nous véritable débandade. La responsable du service Mon Cash de la Digicel, Nathaëlle Chavenet, invite tous les citoyens qui sont victimes d'escroqueries de la part d'individus mal intentionnés à porter plainte à la direction centrale de la police judiciaire. Des dispositions sont prises au niveau de la Digicel en vue de déterminer les origines de ces pratiques et d'y mettre fin, garantit Madame Chavenet. Selon elle, une cellule d'information est déjà mise en place. Suivez ce reportage de Rodolphe Pierre-Louis. Il y a deux clients Mon Cash qui pas épargnés par rapport à la situation ça, OK? Optique pas nous avons créé service ça, c'était que nous avons aider haïtiens à travers le pays connecter, faciliter moun surtout qui pas bancarisé yo. La compagnie Digicel est au courant des actes d'escroquerie dont sont victimes certains clients du service Mon Cash. La responsable Nathaëlle Chavenet n'esquive pas cette question. Il y a un service que nous présentons comme P2P, c'est un service voyer l'argent. OK, donc ou capable d'utiliser Mon Cash pour voyer l'argent à un monde qui gagne un Mon Cash. C'est un service qui existait depuis longtemps, au contraire année ça nous fêtait 10e anniversaire nous et nous avons remarqué que il y a un pile erreur qui était qu'on fait au départ dans service ça. Que ce soit dans la capitale ou en province, les citoyens se plaignent. Certains clients disent recevoir leur image de la part d'inconnus, affirmant qu'ils sont payés pour les exécuter. D'autres qui ignorent comment fonctionne l'application et la valeur de leur code secret voient leur compte piraté. Surprenant mais vrai, les interrogés soulignent qu'après avoir été escroqués, il ne leur est plus possible de rappeler le numéro source. Donc vraiment il y a un pile gens côté un monde qui a joint un numéro. Moi il y a un cas que nous te recevoir par exemple son entreprise qui pendant la période corona te mettait numéro téléphone yo sur une barrière. Donc ça veut dire et puis après ça te recevoir de menaces. Yo même yo te affecté menace yo avec numéro téléphone ça qui était sous barrière et yo vinn faire lien. Une équipe d'intelligence est mise en place en vue de déterminer l'origine et de parvenir à identifier les auteurs de ces pratiques qui sont susceptibles de discréditer Digicel. Madame Chavenet enjoint les citoyens à entreprendre des démarches administratives. Et nous-mêmes dans Digicel et dans Mon Cash, nous avons une équipe qui nous dit une équipe d'intelligence que nous mettons sous pied. OK, et travail équipe ça, c'est faire investigation par rapport aux informations que nous recevons. Donc n'importe qui monde qui victime qui t'a recevoir un appel qui t'apprend ou qui pas t'apprend dans cas poignet, OK, li capable relayer Digicel directement ou bien li relayer instance policière DCPJ dans ce cas, OK, et li porter une plainte. Le service Mon Cash est disponible et le restera, insiste Nathaëlle Chavenet. La compagnie mettra tout en œuvre pour pallier ce problème, a-t-elle rassuré. Ça nous essaye de faire nous-mêmes dans Mon Cash, c'est que nous rappeler clients toujours, nous faisons pile campagne contre fraude, nous rappeler clients que nous pas jamais relayer pour nous demander voyer cob by aucun monde que pas connaît et nous inviter pour pas faire ça. Objectif nous c'est servir population, OK? Et n'a continuer servir tout autant que nous avons besoin et tout autant que demander nous servir. La Digicel est au courant de toutes les difficultés auxquelles font face des membres de la population par rapport au service Mon Cash, selon la responsable Nathaëlle Chavenet. Des dispositions seront prises en vue de mettre fin à ces pratiques, a-t-elle rassuré. Mais entre-temps, Madame Chavenet lance un appel au calme et demande à toutes et à tous de faire confiance à la compagnie. Et les situés Lassin et Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétropole. Désormais, sur toute l'étendue du territoire national, les citoyens doivent s'identifier pour pouvoir se procurer une carte SIM selon les décisions de règlement fixées par le Conseil national des télécommunications qui enjoint les opérateurs de téléphonie mobile, à savoir Digicel et Natcom, à respecter ces nouvelles dispositions. Des sanctions sont également prévues à l'encontre de tous ceux qui tenteraient d'en passer outre, indique le document qui sera bientôt publié, selon le directeur des réseaux et services du Conatel, Jean-Roberto Moroz.
De leur côté, les représentants de Digicel et de Natcom ont lancé 2 nouvelles applications, respectivement Dicureg et MBCCS, en vue de contrôler définitivement l'achat des cartes SIM dans le pays. Suivez ce reportage de Rudolf Pierre-Louis. Après la campagne de sensibilisation lancée par le Conatel le 3 novembre dernier, 9 jours plus tard, soit ce 12 novembre, les opérateurs des compagnies de téléphonie mobile passent à l'action. Qu'il s'agisse de Digicel ou Natcom, elles n'ont d'autre solution que de se soumettre aux directives du régulateur. Joseph Roberto Moroz, le directeur des réseaux et services du Conatel, explique comment fonctionnera désormais la chaîne de vente. Son disposition nous prend pour opérateurs identifier tout monde, toute structure qui est en chaîne de vente. La bayo un code alphanumérique, ça veut dire un code qui a bien chiffre avec lettres, même avec immatriculation véhicule. Par exemple, au droit un point de vente Digicel, c'est PV36. Un point de vente Natcom, c'est NT44. Une base de données sera constituée avec les informations sur l'identité des utilisateurs. Un moyen qui permettra au Conatel ainsi qu'aux autorités compétentes de disposer de renseignements sur l'acheteur. Mais il y a plus, selon M. Moroz. Opérateur, libéral pour obligation, pour quel que soit 4 SIM qui vendent sous territoire, pour le retracer, votre 4 SIM. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si un Beaumont, un agent Beaumont, lui vend 4 SIM, bah un opérateur fait pour capable dire c'est un agent Beaumont qui vend 4 SIM ça. Les citoyens qui ne disposent pas encore d'une carte d'identification devront se faire accompagner d'un témoin qui remplira les formalités. Lorsque l'acheteur aura sa propre carte, il devra transférer sur son nom la carte SIM, insiste Joseph Roberto Moroz. Si certains veulent acheter plus de 5 cartes SIM, poursuit-il, un processus de justification sera nécessaire. Mais que se passera-t-il si le détenteur d'une carte SIM meurt? Opérateur, si on vient la caille avec acte de décès propriétaire, avec pièce d'identité et puis 4 SIM téléphone moun qui mourir, 4 SIM moun, opérateur capable de transférer 4 SIM sur non moun qui mande là. Tant que si papa mourir, il y a un petit yo aller dit bon numéro papa m'dam mais Kembel, opérateur pas de problème. Cette nouvelle réglementation du Conatel à l'intention des opérateurs de réseau prévoit également des sanctions. Des amendes sont prévues à l'encontre des contrevenants, affirme le directeur Moroz. Des annonces qui semblent ne pas inquiéter les responsables de Digicel et de Natcom. Le PDG de Digicel explique qu'une nouvelle application dénommée Dicureg est mise en place en ce sens. Maintenant, on va voir que même quand on fait la démo de l'application, c'est une application qui est en cours de développement. Il faut qu'on la finalise complètement, donc cela va prendre quelques semaines en plus. Et puis, il faut tout le temps et la logistique nécessaire pour déployer cette solution à travers le pays, équiper les différents points de vente de numéros autorisés, de vendeurs autorisés. On doit autoriser, réautoriser tous nos vendeurs, les équiper là où c'est possible avec des smartphones. Même son de cloche du côté de la Natcom. Les représentants de cette entreprise annoncent la mise en place de MBCCS, une nouvelle application qui permettra de respecter les dispositions du Conatel. Il faudra plusieurs semaines pour qu'elle soit opérationnelle et prenne en compte les cartes SIM déjà en circulation, explique-t-il. Nous avons déjà commencé pour le supporter tous les chaînes de distribution afin qu'elles puissent continuer à vendre aussi les SIM cards de la Natcom en établissement des points d'enregistrement des informations dans toutes les régions, dans toutes les provinces. Et ce qui est le plus facile en facilitant aussi la population à accepter les SIM cards de la Natcom et partout et tout le moment dans le pays. Sous la directive du Conseil national des télécommunications, les compagnies Digicel et Natcom emboîtent le pas.
Les responsables des compagnies ont lancé définitivement 2 nouvelles applications, soit MBCCS pour Natcom et Dicoreg pour Digicel, en vue d'avoir le plein contrôle sur l'achat des cartes SIM. Désormais, il faut s'identifier pour s'en procurer une et l'utilisateur sera responsable de toutes les activités effectuées sur cette carte SIM au regard de la Constitution, ont-ils souligné. Les nouvelles dispositions prises par les 2 compagnies seront effectives le 3 janvier 2021. Et les Sidiou Lassin et Rudolph Pierre-Louis pour Télémétropole. La situation aux États-Unis continue de faire la une après une campagne électorale chaotique, un jour de vote où toutes les chances semblaient être du côté de Donald Trump, et puis les jours qui ont suivi, la situation a basculé dans le camp des démocrates et la presse a déclaré Joe Biden président élu. Pour faire le point sur la situation, aujourd'hui, au moment où nous parlons, nous avons avec nous M. Schiller Mesidor, d'origine haïtienne, qui vit dans le New Jersey, entrepreneur. Bonsoir, M. Mesidor. Bonsoir, Métropole, et c'est un plaisir d'être avec vous. Bon, alors, Monsieur Mesidor, jusqu'à présent, le président Trump refuse de reconnaître sa défaite et de considérer M. Biden comme le président élu. Il met des bâtons dans les rues, refuse de communiquer les messages des chefs d'État étrangers, etc., etc. Comment est-ce que vous voyez cette situation de blocage? Qu'est-ce qui peut faire que cette situation va rapidement se débloquer? Bon, et il faut dire, comme on dit en anglais, Trump is buying time. Il essaie d'acheter du temps, si je peux le dire ainsi. De gagner du temps, toutes les données sont contre lui. Pourquoi? Parce que dans les states qu'il essaie de demander le recomptage, il y a des lois. Par exemple, à Georgia, on dit que l'écart doit être un écart de 0,005. Ce n'est pas le cas pour M. Trump. Oui, donc M. Trump fait appel à la justice, il attaque tous azimuts, mais encore une fois, qu'est-ce qui va débloquer la situation? Bon, s'il continue ainsi, on va devoir utiliser la force contre lui. La force? Littéralement. Il va être enlevé du pouvoir. Qu'est-ce que vous entendez par la force? Il y a toutes les caricatures que l'on voit où il s'accroche à son fauteuil en disant « I don't want to go, I don't want to go », c'est ça? Toutes ces caricatures sont possibles, malheureusement. Et qui est-ce qui serait chargé de ce travail? Bon, c'est le service secret, FBI, c'est leur boulot. OK. Bon, je suis d'accord avec vous, M. Mesidor. Tout semble indiquer que effectivement Joe Biden a gagné ces élections et que Donald Trump les a perdues. Le problème, c'est que tant qu'il ne reconnaît pas, il reste président jusqu'à la prestation de serment de M. Biden. Et en tant que président, il a encore beaucoup de prérogatives, ne serait-ce que ce que M. Clinton avait fait, de pardonner à 150 personnes la veille de son départ. Et sur la liste des amis de M. Trump, il y a beaucoup qui sont menacés de poursuites. Est-ce qu'il va utiliser cette arme, d'après vous? Bon, et connaissant... Le presidential pardon, le pardon présidentiel. Oui, il a commencé, en fait, il l'a utilisé durant son terme. Il a fait des traitements de faveur à certains de ses amis. Donc, il faut dire que c'est quelque chose qui est possible, connaissant Trump, parce qu'il l'a déjà fait. Bon, maintenant, M. Mesidor, laissons de côté le résultat de l'élection, parce que, bon, je crois que tout le monde est d'accord pour le reconnaître, et surtout la quasi-totalité des chefs d'État étrangers actuellement s'adresse à Joe Biden comme le président élu des États-Unis. Donc, fermons ce chapitre et voyons plutôt ce qui peut se passer du côté du Sénat américain. La situation du Sénat est assez dramatique. Aujourd'hui, je crois qu'ils sont à égalité, à 48-48.
il y a encore 2 postes à pourvoir dans l'État de Géorgie. Quelle chance voyez-vous que les démocrates puissent également obtenir une situation égalitaire à 50-50? Et dans ce cas-là, ce serait la voix du président du Sénat qui aurait la prépondérance, qui aurait le dernier mot. Quelles sont les chances pour qu'en Géorgie, ça se passe en faveur des démocrates ou au contraire en faveur des républicains? OK. La communauté noire et la communauté hispanique ont appris une bonne leçon. C'est quoi? Et c'était une communauté vraiment passive, ils ne participaient pas aux élections. Maintenant, ils se sont mis d'accord pour comprendre la politique et pour comprendre comment est-ce que l'élection aux États-Unis marche. Maintenant, il y a des points clés, il y a des acteurs clés qui sont premièrement le média, ensuite les téléévangélistes, disons les pasteurs. Oui. Les pasteurs blancs, ce sont des pasteurs qui sans cachotterie, de manière délibérée, supportent un candidat. De la communauté noire, ils ne faisaient pas ça. Maintenant, aujourd'hui, les Noirs décident et demandent et obligent aux pasteurs de prendre position, de dire je suis Trump ou je ne suis pas Trump, je suis X, je ne suis pas Y. Donc ça va jouer un grand facteur pour les démocrates. Donc ça risque de jouer en faveur des démocrates. Les Noirs et les Hispaniques vont sortir de leur mutisme. OK, d'accord. Donc, vous prévoyez plutôt des élections qui vont aboutir à 50-50, c'est ça? Oui. D'accord. C'est très possible. Oui, parce que les démocrates ont déjà la majorité à la Chambre des représentants. Et il est évident que si ils n'ont pas le Sénat, s'ils n'ont pas l'avantage au Sénat, c'est toute la politique de Joe Biden qui risque d'être bloquée. C'est bien ça? Exactement. Pourquoi? Parce que, n'oublie pas, Monsieur Trump a la velléité de retourner aux joutes électorales. Maintenant, son option sera quoi? C'est de s'associer naturellement aux républicains. Et de barrer la route, ou du moins de rendre la tâche extrêmement difficile à Joe Biden, qui lui donnerait des provisions pour revenir au pouvoir. Oui, bon, mais il a déjà commencé d'ailleurs. Il a déjà commencé à donner des problèmes à Joe Biden et à son administration. Cette transition se passe plutôt mal. Bon, moi, je dirais de préférence qu'il est en train de lui faire du mal. Parce que de toute façon, ça va jouer contre lui. OK. Eh bien, M. Mésidor, merci. Merci de ce insight que vous nous donnez, et surtout en pointant du doigt l'importance des prochaines élections dans l'État de Géorgie. Ça risque de décider d'une bonne partie de la présidence de Joe Biden. Merci encore, merci de nous avoir accordé un peu de votre temps et bonne continuation. Merci, Métropole. C'est toujours un plaisir de participer avec vous. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. N'oubliez pas que vous pouvez suivre Métro News en différé sur YouTube à l'adresse Métropole Télé. Et voilà, à la prochaine, même heure, même chaîne.